Bonjour Monsieur Asselineau, on vient d'écouter un brillant exposé de votre part sur la situation de l'Europe, de l'Union européenne, et ce que vous comptez faire en étant élu au Parlement européen. Là, c'est une question un peu annexe qu'on vous pose. C'est quels sont les moyens d'expression populaire que vous mettriez en avant et quelle est votre position sur le référendum qu'on appelle l'initiative citoyenne ou populaire? Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Le référendum d'initiative citoyenne, je l'ai proposé avant les Gilets jaunes, mais il y a longtemps. Enfin, c'était dès le programme de 2011. J'avais vaguement tenté d'être candidat en 2012, je n'y suis pas parvenu vers mes parrainages. Et dans ce programme, que tout le monde peut aller constater d'ailleurs, j'avais prévu de créer un référendum d'initiative populaire, c'était ce qu'on appelait le RIP à l'époque, qui est en fait la même chose que le référendum d'initiative citoyenne. C'est ma profonde conviction. Donc, lors de mon programme de 2022, je l'ai appelé le RIC pour aller dans le sens de ce qui convient. Je pense profondément qu'il n'y a pas de raison pour que la France ne bénéficie pas de ce dont bénéficient nos voisins suisses, par exemple, ou également en Californie, c'est-à-dire qu'il y ait des référendums réguliers. Voilà. En France, depuis 2005, il n'y a pas eu de référendum. Et ce recours, alors il est vrai qu'en France, le recours au référendum a mauvaise presse, puisque c'était un peu un apanage de la famille de Napoléon. Donc il y a toujours, notamment à gauche, la suspicion que le recours au référendum soit une espèce de bonapartisme latent, etc. etc. Moi je suis convaincu quand même qu'il faut donner la parole aux Français. Notez d'ailleurs que De Gaulle, entre 1958 et 1969, de mémoire, je crois qu'il a fait 4 ou 5 référendums. C'est-à-dire qu'il y en avait un quasiment tous les 2 ans. Alors que maintenant, ça fait depuis 19 ans qu'il n'y a plus eu de référendum. L'absence de référendum témoigne d'un refus de tenir compte en fait de la volonté populaire. Alors sur les expressions annexes, comment vous voyez ça peut-être? Mais qu'est-ce que vous appelez des expressions annexes? C'est-à-dire sur la représentation nationale, quels sont les outils qu'ils pourraient utiliser? Ce que je pense d'abord, c'est qu'il faudrait avoir une meilleure connaissance des dossiers, une meilleure connaissance des choses. Donc déjà, ce que je pense, c'est libérer l'audiovisuel. J'avais proposé, je propose toujours, de nationaliser TF1, mais le problème c'est qu'il ne faudrait pas que TF1 nationalisé devienne exactement ce qui est aujourd'hui France Inter, qui fait régner plus encore, est encore moins démocratique que les radios et les télévisions privées. Donc ce que j'avais proposé, c'est qu'il y ait un système un peu à la Étienne Chouard. Je ne partage pas ses opinions sur son tirage au sort pour les fonctions politiques. Mais en revanche, je suis d'accord avec lui sur le fait, par exemple, on pourrait avoir un système de tirage au sort ou de panel général, vous savez, par exemple, comme les panels Nielsen. Il y a 60 000 personnes en France qui ont derrière un boîtier de télévision qui est derrière et qui leur permet à tout instant, comment dirais-je, aux annonceurs, à ceux qui passent des commandes de publicité télévisuelle, de savoir quelle est l'audience de telle ou telle émission. Et donc je pensais qu'on pourrait avoir, par ce même système, on pourrait demander régulièrement aux Français, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent comme émission? Qui est-ce qu'ils voudraient voir à la télévision? Je ne suis pas sûr que les Français réclameraient de voir pour la 2577e fois M. Bernard-Henri Lévy, par exemple, ou Jacques Attali. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir à la télévision des personnes qui n'ont pas, qui sont blacklistées. À commencer peut-être par moi, d'ailleurs, mais pas seulement. Il y a beaucoup de personnalités que les Français aimeraient voir débattre, et puis des vrais débats, parce qu'il n'y a plus de débats. Moi, quand j'étais jeune, il y avait dans les années 60-70 du XXe siècle, je rappelle le débat de 1974, ça a été le premier débat de deuxième tour entre Giscard et Mitterrand. Ça vaut le coup de le revoir parce que il était à l'époque, il y avait eu 2 journalistes. Il y avait le jeune Alain Duhamel qui était là avec la présidente de France Télévisions de l'époque et qui ne disait pratiquement rien. Et c'était un vrai débat entre Mitterrand et Giscard. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, ce qu'ils appellent les débats à la télévision, c'est une espèce de série de monologues avec des journalistes qui posent des questions et puis les gens ne débattent pas. Il y a un système de protection pour celui qui est... Voilà. Alors, il faut absolument, par ailleurs, imposer, à mon avis, un statut du journaliste. Parce que les journalistes, actuellement, sont en fait les employés d'employeurs privés qui leur imposent, en fait. Voilà, tous les journalistes
ne sont pas achetés par le système, mais il y en a beaucoup qui sont quand même obligés de tenir compte des souhaits de leur employeur. Et vous savez, il y en a beaucoup qui ne sont pas très à l'aise. Il faudrait que ça soit pratiquement d'ordre public la charte de Munich de 1971 qui fixe l'éthique du journalisme et qui n'est plus du tout respectée par les journalistes actuellement. J'avais proposé aussi, par exemple, que TF1 y ait régulièrement des débats politiques, comme il n'y en a plus, mais aussi, et pas seulement de la politique, qui est aussi une véritable œuvre d'éducation populaire, qui a des contraintes sur la télévision publique, par exemple en matière culturelle, c'est par exemple un débat comme l'affaire de l'Ukraine, par exemple. Il faudrait qu'il y ait des historiens qui expliquent aux Français l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la Crimée, l'histoire de les origines, depuis, voilà, et qu'un certain nombre de responsables politiques soient invités ensuite à s'exprimer. Parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train d'entraîner les Français vers un risque de Troisième Guerre mondiale, avec des prémices qui sont entièrement faux, c'est-à-dire que les Français ne savent, on leur raconte une histoire qui n'est pas la bonne. Voilà. Donc il y a avoir vraiment un débat contradictoire sur ces sujets. Voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut, c'est d'ailleurs un petit peu, excusez-moi de le souligner, mais ce que je fais depuis 17 ans, d'abord et avant tout, le parti politique que j'ai créé, c'est distinguer par son souci de l'éducation populaire. Voilà, c'est vraiment essayer de tirer les gens un petit peu vers le haut, leur donner des éléments de réflexion et d'analyse qu'ils n'ont pas, en utilisant un langage qui n'est jamais simpliste, mais qui est simple pour que le maximum de gens puissent le comprendre. Nous vous remercions. Merci beaucoup.